Salut, nous voilà repartis pour la troisième vidéo, la troisième journée, où on va parler de quelques éléments sur le trade. Comment on fait les ordres, comment on place les ordres dans le marché, comment on effectue les transactions, quels sont les petits avantages qu'il y a à faire X par rapport à Y. Et après, on va aller effectivement dans l'analyse de ces éléments graphiques. On va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble, quelques petits éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour récapituler, jusqu'à présent, on sait déjà au moins déposer l'argent sur la plateforme. On sait déjà que dans une crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les marchés. Les marchés, c'est la paire contre laquelle je peux vendre une crypto-monnaie. Et maintenant, il y a les plateformes sur lesquelles je peux trouver des paires, et c'est là où, et c'est ce qu'on va appeler donc les exchanges. Ok? On ne va pas rentrer dans ces détails encore parce que c'est dans les vidéos précédentes. Donc, quand on arrive sur une paire de crypto-monnaies, presque la majorité des exchanges vont afficher ce graphique. Et ce graphique va simplement nous donner la tendance du prix de la crypto-monnaie pendant une certaine période bien définie, bien donnée. Et cette période-là, on peut la modifier. Donc, si je prends une seconde ici, ça veut dire ce qu'on voit afficher, c'est chaque seconde. Donc, tac, ça va changer. Tac, ça change. Tac, ça change. Tac, on imprime quelque chose. Chaque seconde, il y a un élément qui est affiché dans cette courbe-là. Et c'est pour ça que ça change rapidement, parce qu'on a mis seconde. Mais par contre, si je prends 15 minutes, il n'y aura pas de mouvement dans ce marché jusqu'à les 15 prochaines minutes. Donc, c'est après 15 minutes qu'il y aura un autre point qui va s'ajouter dans cette courbe. D'accord? Donc, si je prends une heure, ça veut dire que c'est après une heure qu'il y aura un autre point qui va venir s'ajouter dans cette courbe. Donc, vous comprenez que quand on est sur une heure et qu'on regarde un élément comme ça, il faut 24 points pour faire une journée. Donc, 24 points, ça fait une journée. Si on prend sur 4 heures, alors on va avoir quelque chose comme 8 points. Donc, 8 points fois 4, on est à 24. Fois 3 plutôt. Donc, il faut plutôt... si on est à 4, il faut 6 points. Donc 6 points, 6 fois 4, on est à 24. Donc il faudrait 6 points pour former une journée. Ok. Donc, et vous voyez très évidemment que la courbe en fonction de la période de temps qu'on choisit va être différente. Donc si je prends une seconde, on voit une courbe qui est presque en train de baisser et là maintenant c'est en train de remonter. Si je prends 15 minutes, on voit l'allure de la courbe est totalement différente. Un peu similaire quand même, mais il y a ce point-ci qui est plus haut par rapport à l'autre. Ok? Si je prends une heure, la courbe est plutôt différente. Si je prends 4 heures, la courbe sera encore beaucoup plus différente. On voit que sur 4 heures, c'est majoritairement en train de monter. Et c'est là où ça fait toute la différence entre un trader long terme et un trader court terme. Un trader long terme, lui, il ne va pas... Parce que quand tu mets une courbe et que tu vois un certain élément, ça veut dire que la tendance que tu es en train de voir, c'est défini par la période que tu es en train de voir. Donc quand on est à 4 heures, ce qu'on voit là, c'est une longue période quand même. On est ici du 16 février, du 19 février, et là, présentement au 2 avril. Donc ça fait près de 2 mois. Donc février, mars, donc on est à presque 2 mois. Ce qui veut dire que ces tendances que tu vois, c'est sur 2 mois que tu es en train de voir. Et donc pour espérer quelque chose de ce genre, il faudra encore peut-être patienter 2 mois. Et c'est donc là où il y a toute la différence, parce que tu vas essayer d'analyser la courbe maintenant et essayer de te positionner sur ces tendances-là sur le long terme. Parce que ce que tu vas prendre comme action maintenant, ce n'est pas immédiatement dans 2 jours que tu verras, ce n'est pas dans 4 heures que tu verras cela, non. C'est parfois après 1 mois, après 2 mois que tu pourras effectivement voir les fruits de ce que tu as pris comme action. C'est ce qu'on appelle donc les traders long terme. Un trader court terme, lui, il va beaucoup plus se focaliser sur cette tendance court terme là. À court terme, qu'est-ce que je vois? Et donc, ce qu'il va prendre comme action, c'est bien évidemment quelque chose sur le court terme. Parce qu'à court terme, à long terme, la courbe ne sera pas pareille. Donc là, présentement, c'est en train de baisser. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de trader, il peut dire, ah, je peux shorter parce que ça peut peut-être arriver ici. Et donc, la seconde d'après, ça peut carrément changer et dire, ok, c'est plutôt intéressant, je peux plutôt prendre parce que ça va peut-être monter. Et là,
c'est très volatile. Et donc, les actions qu'il prend, il doit les ajuster seconde après seconde. Donc, immédiatement, le marché va réagir par rapport à ce qu'il est en train de faire. Immédiatement, parce que c'est vraiment court terme. Donc, quand il met la courbe sur 15 minutes, il voit que sur 15 minutes, on est peut-être en train d'arriver à un certain niveau ici et ça peut peut-être descendre encore là. Et donc, sur un moyen terme, donc sur un court terme, il a l'espérance que ça peut descendre et il entre peut-être ici à 6.0, à 17.0 quelque chose et peut-être après pour remonter parce qu'on est sur une période court terme. D'accord? Et donc, un analyse, un trader qui veut aller sur le long terme, lui, il va beaucoup plus se focaliser sur deux types de périodes. Il va se focaliser sur 4 heures majoritairement et un jour. Un jour, c'est ceux qui veulent holder. C'est ceux qui veulent en fait, posséder la crypto-monnaie sur le long terme. Et là, ils vont prendre une période beaucoup plus longue parce que c'est ce qui va leur permettre de voir la tendance sur laquelle la crypto-monnaie est sur le long terme. Okay? Et on voit que sur le long terme, c'est plutôt majoritairement croissant. On était ici à quelque chose comme 4. Là, on était en octobre 2023. Et là, maintenant, on a commencé à monter pour bientôt atteindre quelque chose comme 20. Donc, ça fait des performances de x5 depuis quelque chose comme novembre 2023. Et donc, maintenant, quand vous zoomez la courbe, vous êtes en train de contracter les périodes encore. Vous faites en sorte que ça s'affiche sur une période beaucoup plus, en fait, sur un espace beaucoup plus restreint. Donc, si avant, ça prenait peut-être 2 carreaux pour afficher une période, et quand tu zoomes, ça réduit cet espace-là. Et c'est pour ça que vous allez voir une courbe beaucoup plus compacte, beaucoup plus resserrée, et ça va vous permettre de voir encore une large période de temps. Vous voyez que si je dézoome, je suis en train de voir là de juillet 2023 à maintenant. Bon, si je dézoome, si je dézoome et que je prends beaucoup plus, là je suis à 2022. Je prends 2022 jusqu'à maintenant. J'ai tendance de tout ce qui s'est passé dans le marché depuis que la crypto-monnaie a été listée sur Binance. Ok, donc maintenant on va essayer de changer la courbe un peu, analyser les éléments qui sont affichés sur la courbe. Une courbe a majoritairement 4 informations. Donc pour avoir ce point-ci, qu'on voit ici, c'est les différents points, comme on est en train de voir. Comment est-ce que ces points sont faits? Il y a 4 informations qu'on a généralement dans un marché. Ce qu'on appelle les bougies japonaises. On va arriver sur les bougies, mais il y a 4 informations. Vous savez, on a segmenté le marché sous forme d'une période. Ici, on a choisi un jour. Ça veut dire qu'un point ici apparaît sur la courbe après 24 heures. Donc, c'est après 24 heures qu'on aura un nouveau point qui va apparaître sur la courbe. Et ce point-là, ça peut être le prix d'entrée dans cette période. Parce que si on dit, OK, quel a été si on dit de midi à peut-être midi de demain, il y a beaucoup trop d'informations. Il y a le prix de la crypto-monnaie à 13 heures, il y a le prix de la crypto-monnaie à 14 heures, mais il y a tellement d'informations dans cette période-là. On doit donc prendre quelle information? Et donc, il y a 4 informations qui sont majoritairement importantes. Il y a l'information, il y a le prix d'entrée dans cette période, c'est-à-dire quel était le prix de cet asset, donc de cette crypto-monnaie, à la première seconde au début de cette période-là. Quand on a choisi 24 heures, un jour, ça veut dire que là maintenant, si on rentre à 24 heures à la première seconde, quel était le prix d'entrée? Okay? Et donc le prix d'entrée à cette période-là, c'est une information. Vous voyez que si on prend 4 heures, ça veut dire 4 heures avant, à la première seconde, quel était le prix de cette crypto-monnaie. C'est ça qu'on va appeler prix d'entrée. Vous voyez, si on prend une seconde, ça veut dire que le prix à la seconde, le prix d'entrée à la seconde d'avant, ben c'est tout simplement le prix de la seconde d'avant qui est le prix d'entrée. Okay? Et donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est le prix de sortie, c'est-à-dire le prix à la fin de la période. Parce que quand on prend un jour, okay, et qu'on remonte un peu des jours en arrière, si on prend aujourd'hui à 24 heures jusqu'à la veille à 24 heures, la veille à 24 heures jusqu'à l'avant-veille à 24 heures, ça fait une autre période. L'avant-veille à 24 heures jusqu'à l'avant-veille à 24 heures, ça fait encore une autre période. Et donc, il y a également une autre information encore qui est le prix de sortie, c'est-à-dire le prix à la fin de cette période. Okay? Donc, on va revenir dans notre
whiteboard. Donc, pour mieux comprendre ça, on va illustrer sur une période comme ceci. Ok? On a cette période de temps, d'accord? Et on dit, ça c'est le temps actuel là où nous sommes. Ok? Et on prend une période de 1 heure. 1 heure, ça peut être comme ça, 1 heure. Donc, de maintenant, 24 heures avant, ça fait 1 heure. Ça fait, bon, maintenant, 1 heure avant, ça fait 1 heure. Ok? 1 heure avant à 1 heure après, ça fait encore 1 heure. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment le temps sera donc subdivisé. Ok? Donc voilà comment le temps sera subdivisé. Et donc on peut se poser la question, dans cet intervalle de temps-ci, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Qu'est-ce qu'on va donc représenter comme information? On va donc prendre la première information qui est la première information qui sera le prix à l'entrée de cette période-ci. Donc, il y a l'information 1. Donc, la première information, c'est ce prix-là. Donc, le prix à l'entrée de la période. Donc, pour chaque intervalle de temps ici, il y aura ce prix à l'entrée. Le prix à l'entrée. Le prix à l'entrée. Le prix à l'entrée. Le prix à l'entrée. Pour cette période-ci, voici son prix à l'entrée. Pour cette période-ci, voici son prix à l'entrée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour chaque période, on aura son prix à l'entrée. D'accord? Maintenant, la deuxième information qu'on va prendre, c'est le prix de sortie. Donc, quand on est dans cet intervalle-ci, il y a un prix au début de la période et il y a un prix à la fin de la période. Donc, ça, c'est l'information 2 qu'on aura. Pour chaque période, on aura donc cette information 2 là. Pour la période-ci, il y a cette information. Pour cette période-ci, il y a cette information. Okay? Donc, il ne faudrait pas confondre parfois le prix de sortie de la période d'avant et le prix d'entrée de la période d'après. Donc, le prix de sortie de la période, c'est à la 59e seconde. Dans la 59e seconde, on regarde quel était le prix à cette période-là, c'est le prix de sortie. Or, le prix d'entrée, c'est à la première seconde. Vous voyez que c'est quand même, il y a des informations, il y a une seconde qui est un peu creuse et ça peut faire que le prix de sortie dans une période n'est pas le prix d'entrée dans la prochaine période, parce qu'on va voir des gens qui vont dire mais forcément le prix de sortie dans la période A doit être le prix d'entrée à la période B. Non, pas forcément. On peut donc avoir un prix de sortie ici et la prochaine période son prix d'entrée quelque part là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans une seconde, c'est-à-dire 59 et 0, il y a une petite fraction là, il y a quelque chose qui peut s'être passé. Mais dans la majorité des cas, le prix d'entrée dans la seconde, dans la période d'avant, le prix de sortie dans la période d'avant est le prix d'entrée dans la période d'après. Dans la majeure partie des cas, bien évidemment. Et donc, on peut observer des scénarios inverses. Le prix de sortie dans une période, c'est ici, mais son prix d'entrée dans la prochaine période est quelque part là. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, ça peut aussi être à ce niveau, c'est-à-dire égal. D'accord? Donc, ça, ce sont déjà les deux informations qu'on aura. Maintenant, dans une période, vous imaginez bien que le prix ne sera pas stable. Le prix va fluctuer. On va donc avoir deux autres informations qui est le prix le plus haut dans cette période, qui est l'information 3, et le prix le plus bas dans cette période, qui est l'information 4. OK? Et donc, voilà majoritairement les 4 informations qu'il y aura, sur un point comme ceci. Mais quand on veut mettre simplement un point, on va décider qu'est-ce qu'on va donc afficher comme information. Et là, on va voir qu'on peut configurer ce qu'on va afficher. OK? Pour la courbe ici, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on veut afficher? On peut configurer ça. Je pense que dans les configurations, on va nous dire, OK, qu'est-ce qu'on va afficher? On peut décider de prendre uniquement le prix d'entrée. On dit ce qu'on affiche pour un point, c'est le prix d'entrée. OK, simple. Parce qu'on ne peut pas afficher 4 informations en un point. On va donc choisir ce qu'on va afficher. On va choisir une de ces informations. Soit le prix d'entrée dans la période, soit le prix de sortie dans la période, soit le prix le plus haut, soit le prix le plus bas. OK? Voilà l'information qu'on va décider, qu'on va choisir d'afficher. Et donc, pour avoir ces 4 informations-là, on va choisir maintenant un affichage différent, qui est ce qu'on appelle donc les bougies. Donc, une bougie, c'est tout simplement une représentation du marché pendant une certaine période et qui va représenter effectivement ces 4 informations-là. OK? Donc, vous imaginez que si je veux faire la bougie pour représenter cette période-ci, je vais avoir
le prix d'entrée de la période. Donc, une bougie a 4 informations. Okay? Je vais dire son prix le plus haut, c'est peut-être ici. Son prix le plus bas, c'est peut-être là. Et maintenant, il faut 2 autres informations. Quel est le prix d'entrée? Son prix d'entrée, c'est peut-être là. Son prix de sortie, c'est peut-être là. Et donc, la différence qu'il y a entre le prix d'entrée et le prix de sortie, c'est ça qui va faire le corps de la bougie. Et donc, on va relier ceci comme ça pour faire un trait. Et voilà de quoi sera constituée notre bougie, de ces 4 informations. Donc, le prix d'entrée, le prix de sortie, le prix le plus haut, le prix le plus bas. Et le corps de la bougie, qui est donc la partie qui est plus grosse dans une bougie, va être simplement la différence de prix qu'il y a eu entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Donc, quand on va voir une bougie comme celle-ci, par exemple, comme celle-ci, son prix d'entrée était, dans ce cas-ci, son prix d'entrée était supérieur au prix de sortie. Voilà pourquoi la bougie sera rouge. Donc, quand on voit une bougie rouge, c'est-à-dire que son prix d'entrée est en haut du corps, donc son prix d'entrée est là. Donc, quand une bougie est rouge, c'est-à-dire que son prix d'entrée est là et son prix de sortie est en bas. Mais par contre, quand on va voir une bougie verte, ce sera plutôt l'inverse. Son prix d'entrée sera ici, en bas, et son prix de sortie sera plutôt en haut. Ok? Voilà la différence. Voilà ce qui fait en sorte qu'une bougie est verte ou bien rouge. Donc, une bougie est rouge, tout simplement, si son prix d'entrée est supérieur à son prix de sortie dans cette période. Une bougie est verte si son prix d'entrée est bien évidemment inférieur à son prix de sortie. Ok? Et maintenant, vous voyez que s'il y a une grosse différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie, alors le corps de la bougie sera grand. S'il y a une petite différence entre les deux, le corps de la bougie sera petite. Maintenant, s'il y a une grosse différence entre le prix peut-être d'entrée ou bien de sortie et le prix le plus haut, vous voyez qu'on aura une longue mèche comme ça vers le haut. Mais si par contre on a plutôt un prix qui est le plus bas, qui est très très loin du prix soit de sortie, soit d'entrée, alors on aura une bougie avec une longue mèche comme ça vers le bas. Okay? Donc là, ce sont les différentes configurations de bougies qu'on peut avoir. On peut donc avoir on peut donc avoir des bougies où le prix d'entrée est presque identique au prix de sortie et presque le prix en haut et le prix en bas, c'est pas trop loin. Donc on peut avoir une bougie comme ça qui est très petite, son prix d'entrée, son prix de sortie, son prix le plus haut, son prix le plus bas, il n'y a pas trop de différence entre les deux. On peut avoir ça. On peut avoir des bougies où le prix d'entrée est très très différent du prix de sortie, donc un gros corps comme ça, et des petites mèches. Donc il n'y a pas trop de différence entre ce prix-ci et le prix le plus haut. Il n'y a pas trop de différence entre ce prix-ci et le prix le plus bas. Ok? Ça, c'est une autre configuration. On peut avoir des configurations totalement différentes. Un petit corps et une très longue bougie vers le haut. Donc son prix d'entrée n'est pas trop différent de son prix de sortie. Mais par contre, pendant cette période, il y a eu un prix le plus haut qui était très très élevé et un prix le plus bas qui était également très très élevé. Et donc, on aura ces configurations-ci. On peut avoir d'autres configurations où le prix d'entrée est quasiment égal au prix de sortie. Donc là, les deux sont égaux. Et on a quelque chose comme ça, où le prix le plus haut était très 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 élevé, mais le prix le plus bas n'était pas trop différent du prix d'entrée et prix de sortie. Ça donne cette bougie-ci. Et on peut avoir également quelque chose comme ça, où le prix d'entrée et le prix de sortie sont quasiment identiques, et le prix le plus haut n'était pas trop différent de ce prix d'entrée, mais son prix le plus bas a été quand même très important dans cette période-ci. On peut avoir cette configuration-ci. On peut avoir des configurations comme ça. Ok? Il y a tellement de configurations qu'on peut avoir. On peut avoir quelque chose qui est au milieu, un gros truc au milieu comme ça, un petit haut et beaucoup de trucs vers le bas comme ça. Donc, il y a tellement de configurations possibles de bougies qui peuvent exister, mais quelle que soit la configuration qu'on aura, on aura forcément ces 4 informations-là. Le prix d'entrée, le prix de sortie, le prix le plus haut, le prix le plus bas. Et c'est là qu'on va revenir, quand on revient dans le marché, on voit ce que je disais tantôt, cette configuration-ci, ça ressemble de près à ce qu'on a vu ici. D'accord? Donc, cette configuration-ci, ça ressemble à cette autre configuration-ci.
on a cette configuration-ci qui est le haut, il n'y a presque rien en haut, la mèche est très petite vers le haut, qui ressemble de loin à quelque chose comme ceci. D'accord? Donc, voilà majoritairement les bougies qu'on peut avoir dans un marché. Ok? On peut configurer ça. Ok. Et donc, quand on a déjà compris comment les bougies fonctionnent, vous voyez qu'une grande bougie comme celle-ci, ça veut dire que pour cette bougie-ci, pour cette grande bougie, son prix d'entrée dans cette période-ci était quelque part ici en bas. Son prix de sortie était là, donc on a pris, quand même, on est quitté à un prix d'entrée de 9 $, et on est sorti à un prix à presque 12 $. Ça veut dire que la crypto-monnaie s'est appréciée d'environ 3 $ dans cette journée. Donc quelqu'un qui a acheté une crypto-monnaie uniquement ce jour-là, donc à l'entrée de la bougie, et qui a conservé jusqu'à la sortie de la bougie, et qui a vendu à la sortie de la bougie, il s'est fait combien de pourcents? Ce sont des choses qu'on va peut-être analyser, qu'on va peut-être voir par la suite. Okay. Quand on regarde une bougie comme ceci, on voit que ça a pris beaucoup de valeur pendant cette période-ci. On regarde une bougie comme cela, on voit que ça a perdu beaucoup de valeur au courant de cette journée parce que on est dans un jour. On a configuré en une journée. Ok? Et donc, quand on voit les bougies comme ça, on peut se poser quand même quelques questions. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une certaine logique entre la succession de bougies? Est-ce qu'il y a une certaine logique? Est-ce que quand on voit un certain type de bougie, est-ce que ça reflète un certain type de choses, un certain type d'événements qui peuvent arriver dans le marché? Et la réponse, c'est effectivement oui. Il y a ce qu'on va donc appeler des patterns. Les patterns, c'est tout simplement une succession, une configuration de bougies. Et cette configuration, généralement, quand elle apparaît, il y a un certain type de choses qui se passent par la suite. C'est ce qu'on va appeler un pattern. Un pattern, c'est exactement ce que je viens de dire. Ok? Et donc, on peut se poser la question, mais est-ce que généralement, quand on voit une bougie comme celle-ci, avec un petit élément là, est-ce qu'il n'y a pas toujours un changement? Parce qu'ici, on voit c'était rouge, mais après cette bougie-là, ça devient vert. Ok? On voit encore ça quelque part où ici, quelque part ici, non pas vraiment, mais ici, on voit un peu, c'était vert. Et quand on voit ça, c'est rouge, après c'est rouge. Or, de l'autre côté qu'on a vu, c'était rouge, après c'est vert, et la suite c'est vert. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique entre ces éléments-ci? Vous voyez encore quelque part là, on voit rouge, après c'est vert, et il y a une bougie un peu, une bougie rouge. Ok? Et c'est justement là qu'on commence à dire, ok, les patterns. Les patterns, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui signifient qu'on sera dans un marché haussier? Est-ce qu'il y en a qui signifient qu'on va aller dans un marché baissier? Est-ce que, effectivement, oui, il y en a. Donc, et il y a un cours sur Binance qui est tellement intéressant. Candlestick Pattern. Je vais prendre la version PDF. Ok? Et cette version PDF, ou bien si je mets ça sur Binance Academy, ok, il y a un bon tutoriel sur Binance Academy qui est aussi très intéressant. Voici ce qu'on expliquait tantôt. Il y a maintenant certains types de bougies dont on a déjà donné des noms. Ok? On a donné des noms de certaines bougies. Voici ce qu'on va appeler des patterns. Donc, il y a des patterns qui définissent des mouvements haussiers, comme il y a des patterns qui définissent des mouvements baissiers. Ce qu'on va appeler des bullish scénarios ou bien des bearish scénarios. Bearish, ça veut dire un marché baissier. Bullish, ça veut dire un marché haussier. Donc, bullish, c'est vert et bearish, c'est généralement rouge. Ok? Donc, il y a donc cet article-ci qui va définir, qui va vous dire, si oui, généralement, quand on voit un certain type de configuration, okay, quand on voit un certain type de configuration, il y a de fortes chances que ce qui se passe après
c'est plutôt intéressant. Ça aura plutôt tendance à aller vers un truc positif. Bon, qui dit positif, c'est bullish, bien évidemment. Et bullish, ça ne veut pas forcément dire positif pour tout le monde. Certains, quand c'est bullish, c'est plutôt négatif. Parce qu'il voit qu'il va acheter la crypto-monnaie plus chère. Pourtant, lui calcule que ce soit bearish pour pouvoir acheter. Bref, ça dépend des visions de tout un chacun. Ok? Mais bon, généralement, ce qu'il dit, c'est quoi? Quand on voit une succession de 2 bougies rouges comme celui-ci, et il y a ce qu'on appelle le mato. Le mato, c'est une bougie dont son corps est concentré en haut et on a une longue mèche tirée vers le bas. On a une longue mèche tirée vers le bas. Quand il y a une longue mèche tirée vers le bas, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voulu acheter très bas et directement c'est remonté. Donc c'est ce qu'on appelle parfois des réjections, un rejet. Donc cette réjection-là fait en sorte que les gens n'ont pas accepté que la crypto-monnaie aille beaucoup plus bas. Et donc quand c'est allé plus bas, directement les gens sont prêts à acheter pour que le prix remonte. Parce que c'est un endroit où c'est beaucoup intéressant pour eux. Et donc on appelle donc cette bougie-ci, quand on la voit, ça veut dire le mato, ce amas. Il y a 2 types de matos. Il y a le mato qui est tourné vers le haut, il y a le mato qui est tourné vers le bas. Donc on va aller dans les scénarios qui sont bearish. On va voir plutôt, voilà, on voit le mato comme ceci. Donc ça c'est un mato vers le, ça c'est un mato vers le bas, vers le haut, vers le bas, ça c'est un mato vers le haut. Ok? Et donc ces 2 scénarios-ci, généralement, ce sont des scénarios qui sont bullish. Donc si on arrive sur une courbe comme ceci, est-ce qu'on va toujours essayer de voir ces éléments-là? La réponse c'est parfois non. On ne va pas toujours voir ces éléments-là d'un coup. On peut les voir comme on peut ne pas les voir. Ok? Donc succession de bougies rouges, 2 bougies rouges avec un mato qui arrive, ça peut être un signe que oui, c'est un bullish qui va arriver après. Un peu comme ici. Succession de bougies rouges. Après, on a quelque chose qui est un peu comme le mato là. Succession de bougies rouges. On a quelque chose qui est un peu comme le mato. Et après, ça repart à la hausse. Ok? On a succession de bougies. On a ici quelque chose qui est un peu comme le mato parce que c'est concentré vers le bas. Et après, le marché repart à la hausse plus tôt. Donc, ça, c'est un scénario qui est plutôt bullish. Pareil, là, succession de bougies rouges avec un mato un peu et ça remonte. Tu vois? Donc là, c'est un scénario qui s'est effectivement appliqué. D'accord? Donc, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que il est très facile d'analyser les marchés qui sont passés, mais il est difficile d'analyser les marchés actuels. Donc, si on était actuellement en train de dire, OK, quel est le scénario qui va se passer? On voit des successions de bougies rouges, on attend la fin de la journée, on voit que ceci s'est formé, alors ça peut annoncer le bullish et donc quelqu'un aurait acheté à ce niveau-ci quand on est sorti de cette journée, en début de la journée précédente, il l'aurait acheté parce qu'il s'est fié à cet indicateur-ci qu'on a vu d'une certaine façon. Okay? Mais ces indicateurs ne sont pas toujours 100% vrais. Quand ça arrive, ça ne veut pas forcément dire que ça va automatiquement aller dans cette direction. Ça peut aller, la probabilité que ça aille dans cette direction est hausse, mais ça peut également aller dans le sens contraire. Okay? Donc, voilà déjà 2 indicateurs, pas forcément indicateurs, mais ce sont des patterns, ce sont des configurations, 2 configurations de bougies que généralement, quand vous les voyez, ça peut définir des scénarios bullish. Ok? Il y a celui-ci qui est ce qu'on appelle le Three White Soldier, donc les 3 soldats blancs. Les 3 soldats blancs, c'est ces successions de bougies, de grosses bougies qu'on dit les White Soldiers. Ce sont des bougies qui ont un gros, un gros corps. C'est ce qu'on les appelle, c'est ce qu'on appelle les soldats, les soldats, les grosses bougies, Three White, les white. Ce sont des bougies qui ont des gros corps. Ok? Donc, et quand on en voit après un bearish, on voit 3 successions de bougies comme ça. Ça veut dire que probablement ce qui va suivre c'est un scénario bullish. On peut encore aller plus haut parce que il y a prise de valeur majoritairement après la sortie de dans chaque période, on repart un peu plus haut. Dans chaque période, on repart un peu plus haut. Ça veut dire que les gens ont plutôt tendance à acheter. Ok? Et là, ça montre un scénario qui est plutôt bullish. Ok? Est-ce qu'on peut forcément voir ça? Peut-être c'est quelque chose comme là, mais vous voyez que dans ces cas, ça n'a pas marqué un scénario bullish. Mais c'est plutôt
c'est pas forcément la même configuration parce qu'il faut 2 bougies rouges et 3 successions de bougies vertes avant de configurer le scénario. Donc parfois, vous n'allez pas forcément trouver toutes ces configurations-là immédiatement dans les courbes. Ça peut ne pas arriver, comme ça peut arriver, ainsi de suite. Donc, il faudrait donc maîtriser plusieurs configurations et déterminer quelle est la configuration dans laquelle nous sommes actuellement. D'accord? Il y a le bullish Amari. Le bullish Amari, c'est une succession de bougies rouges. Et après, on voit cette grosse bougie rouge vers le bas et directement une petite, vous voyez que son prix de sortie, c'est ce que j'expliquais tantôt, que le prix de sortie ici est en bas, mais le prix d'entrée dans la prochaine période est un peu vers le haut. Vous voyez qu'il y a eu un prix de sortie qui est différent du prix d'entrée dans la prochaine période. Et donc, c'est sorti un peu bas et directement la période après, ça a commencé un peu plus haut. Du coup, ça annonce plutôt quelque chose de bullish. Okay? Et cette configuration-ci est appelée bullish Amari. Il y a le bearish de cela. Donc, ce qu'on a vu, c'est uniquement quelques-uns des patterns parmi tant d'autres. Il y en a tellement, il y a tellement de configurations. Et donc, vous devez les maîtriser, vous devez les apprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle le hanging man. Donc, le hanging man, c'est le contraire du hama. Donc, le hama, c'est plutôt avec les bougies vertes comme ceci, ok, qui poussent vers le haut, ou bien les bougies vertes. Mais quand c'est plutôt des bougies rouges, c'est-à-dire on est allé vers le haut avec des bougies vertes, et après on voit un marteau rouge qui apparaît. Alors là, c'est le hanging man. Vous voyez que quand c'est dans le cas de vert, on les appelle plutôt les amas. Ok? On les appelle plutôt les amas. Mais quand c'est dans le cadre du rouge, on les appelle les hanging man. Il y a le shooting star. Le shooting star, c'est cette succession de bougies-là. Il y avait une bougie rouge qui apparaît en haut pour complètement changer la tendance. Donc, ça peut se faire avec un doji. Doji, c'est une bougie dont son corps est tellement fin. Donc, comme ceci. On appelle ça parfois un doji parce que son corps est tellement fin. Okay? Et donc parfois les doji peuvent également être utilisés à ce niveau comme pour faire le tree black, pour faire le shooting star ici en haut, pour faire le shooting star ici en haut. Donc pour reverser totalement la tendance. Ok? Donc on est en train de monter. Après on arrive dans une période où le prix d'entrée est égal au prix de sortie. Ça peut quand même être un changement de situation. Et on peut voir le shooting star à plusieurs niveaux. Est-ce que dans cette courbe ici on en a forcément? Vous voyez que on ne les voit pas toujours. C'est pas toujours évident de les trouver. C'est pas toujours évident de voir ces indicateurs là à chaque moment, ainsi de suite. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce sont des choses qui existent et que vous devez. Ça, c'est un peu comme un doji, rouge. Et après, on a un petit truc. Vous voyez, là, par exemple, ici, c'est un doji. Ça, c'est un doji. Son prix d'entrée est presque égal au prix de sortie. Et ça a presque renversé la tendance pendant un certain temps. Et c'est arrivé ici, renverser encore la tendance. C'est arrivé là, renverser encore la tendance d'une certaine façon. Vous voyez ici, ça, c'est plutôt la configuration qu'on a essayé de voir un peu partout, comme le marteau. Ça, c'est le hama, plutôt, par rapport... le doji, le corps est plutôt au milieu et le prix du haut et le prix du bas, c'est bien, en fait, c'est quand même centré. C'est pas forcément vers le haut, vers le bas, non, le corps est presque au milieu. Ok, c'est ce qu'on appelle effectivement les doji. Donc, on a le tree black arrow. Le tree black arrow peut parfois être utilisé comme le falling hedge. Le falling hedge, on utilise parfois les traits. On va arriver là-bas, bien évidemment. Mais ces successions de bougies-ci, quand on voit de grosses pertes de valeur, vous voyez que c'est à l'opposé de ce qu'on a vu tantôt ici. Quand on voit une grosse prise de valeur, ça aura tendance à aller plutôt vers le haut. Or, ici, quand on voit des grosses pertes de valeur, ça aura tendance à aller plutôt vers le bas. Ça, c'est le tree black crawl. Tree black crawl. Or, de l'autre côté, c'était le tree white. On était dans le tree white soldier. Okay? Le tree white soldier. Or, quand c'est noir, quand c'est les bougies rouges, on les appelle des blacks. Donc, c'est le tree black crawl. On avait vu le bullish Amari et là maintenant on voit le bearish Amari.
Le bearish Amari définit tout simplement des scénarios dans lesquels on a une grosse bougie verte et après, directement à la fin de la sortie, on commence directement à perdre de la valeur un peu plus bas. Donc, on entre un peu plus bas. C'est la même chose que, en fait, c'est l'opposé de ce qu'on a vu ici. C'est l'opposé de ce qu'on a vu au niveau du bullish Amari. Ici, au niveau du bullish Amari, c'est plutôt son opposé où on a un prix de sortie bas et après on commence un peu plus haut. Mais dans le cadre du bearish Amari, on a un prix de sortie qui est en bas et directement on commence un peu en haut, comme ça, à ce niveau-ci. Ok? Il y a maintenant le Dark Cloud Cover, qui est celui-ci. Ok? Et celui-ci, ça permet de changer from bullish to bearish. Donc, ça permet de changer des tendances. On voit des gros trucs, gros verts. Après, un gros rouge. Et là, ça change la tendance. On a le Continuous Candlestick, on a le Reason Tree Method, qui est plutôt une succession de 3, qui va être bullish, parce qu'on a une succession de 3, et après, on voit une grosse bougie, verte. Donc là, c'est plutôt bullish. Ok? Falling Tree Method, ça c'est plutôt un scénario qui va changer la tendance. Quand on voit une succession de bougies rouges comme ceci, après une bougie verte, bon, ça va. Quand on voit les doji, comme j'expliquais tantôt, les doji ont ceci de particulier que ça permet parfois de changer la tendance. Ça permet de changer la tendance. Si on était en train de partir avant la bougie, on était en train de partir en bullish, le doji peut changer la tendance et ça va plutôt en bearish. Si on était en train de partir plutôt en bearish, le doji peut changer la tendance et ça devient plutôt bullish. Donc, les doji ont ceci de particulier que leur corps est très fin et maintenant, en fonction de là où le corps se trouve, ça peut effectivement être un scénario beaucoup plus différent par rapport à l'autre. Donc, vous devez les étudier. Il y en a tellement. Vous voyez par exemple le PDF que j'ai téléchargé. On va expliquer un certain nombre de choses qui est bien détaillé. On va donner beaucoup de configurations en vous expliquant beaucoup de choses. Là, ce sont des éléments que vous devez bien évidemment comprendre parce que ça va vous permettre d'analyser la courbe immédiatement dès que vous arrivez comme ça. Vous regardez simplement là et vous dites, ça peut être quelque chose qui va plutôt dans le sens de bearish, dans le sens de bullish. Et maintenant, pour confirmer cela, vous allez utiliser d'autres éléments qu'on va voir par la suite. Ok. Donc maintenant qu'on a analysé tous ces éléments, je ne veux pas que ces vidéos soient très longues. On va revenir dans la prochaine vidéo pour parler des différents types d'ordres qu'on peut placer dans le marché.